Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Triplet. Je suis avec Charles d'USC France. Salut Charles. Salut, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et bah de rien, c'est bien normal, vu ta connaissance du USC et tout le travail que tu fais, notamment sur notre Discord, que je vous invite à joindre pour ne rien louper de toute l'actualité du college football, que ce soit le recrutement, le réalignement, le coaching carousel, même tous les débats de fond quant au Weissman, etc. Aujourd'hui, Charles, si je suis avec toi, c'est pas pour parler de la rivalité entre USC et Notre-Dame, bien qu'on en parlera à la fin de la vidéo, parce que vous savez tous, c'est une rivalité qui nous tient déjà tous les deux à cœur et qui fait partie des grands matchs du college football. Aujourd'hui, on part à Los Angeles présenter la saison 2022 des Trojans. Alors, je vais te demander d'abord de faire une petite rétrospective sur la saison 2021, une saison 2021, mais qui a été, j'ai envie de dire, houleuse et qui a provoqué de gros changements. La saison 2021, c'est vraiment la saison de la fin de l'ère Clay Helton. Surtout qu'il a été consolidé en tant que head coach au début de la saison, alors que beaucoup de supporters voulaient qu'il parte déjà. Et du coup, au bout de 2 matchs, après une victoire et une défaite, il a été renvoyé. Dante Williams, lui, a repris les rênes, alors qu'il n'avait jamais été head coach. Du coup, on a fait une saison à 4 victoires, 8 défaites. Le début de saison, c'était souvent des victoires, défaites, victoires, défaites, jusqu'à, on va dire, la blessure de Drake London au 8e match. Et après, on a aligné 4 défaites de suite contre Arizona, UCLA, Bayou et California. Surtout la dernière, c'était le dernier match, c'était, on va dire, un match où les joueurs jouaient plus en fait. Ils étaient là juste pour jouer le match sans plus. Saison, on peut dire catastrophique, hein, parce qu'on n'a pas fait de bowl, Du on n'a moins, pas été éligible. pas dans les Et standards, pas dans les standards du programme du USC, quoi. ouais, pas du tout, on va dire. Même c'était en 2019 ou 2018, je sais plus. On a gagné la PAC 12. Et aussi en 2020, où il n'y a eu que 5 matchs, on a été en finale contre Oregon de la PAC 12, où on l'a perdu. Mais même s'il avait fait des bonnes prestations, ça plaisait pas à tout le monde. Et du coup, changement de coach et tout ça. Aux sorties de cette saison 2021 où vous perdez 8 matchs, forcément, il a fallu retrouver un remplaçant à Clayton et vous n'avez pas choisi le pire des coachs. Lincoln Riley, qui arrive fin novembre, début décembre, je me rappelle bien. On va dire une surprise, hein, que personne s'y attendait. C'est un des plus On, grands mouvements de l'histoire du college football, hein, sur le coaching carousel. Personne s'y ouais, attendait. Personne. on cherchait surtout les gens pensaient plutôt à des Dave Aranda de Baylor. Il y avait qui d'autre? J'ai oublié les Kalani autres noms. Sitake de BYU aussi. Ouais, BYU et aussi en même temps, de temps en temps, Urban Meyer. Mais bon, voilà, on sait qu'il voulait parvenir, je pense. Mais ouais, quand ça a été annoncé, bam, du jour au lendemain, Lincoln Riley qui vient en plus avec des coachs à lui. En général, bon, j'allais dire que pour un entraîneur normal, la difficulté, c'était de trouver des coachs. Mais après, là, c'est Lincoln Riley. En fait, USC a fait un petit peu le coup impensable auquel personne ne pensait, tout simplement. Et forcément, bah, quand tu as un tel entraîneur qui fait partie, ça c'est que mon avis, mais du top 3 national, hein. Je rappelle qu'avec Oklahoma, il est allé 4 fois en playoff, il a remporté un bon nombre de Big 12, il a envoyé deux mecs avec le first pick de Excellent. la draft, Kyler Murray et, euh, et Baker Mayfield, forcément, quand un mec comme ça bouge, eh ben, il amène du monde. Alors évidemment, il y a plein de coachs d'Oklahoma qui l'ont rejoint, mais il est aussi allé en chercher d'autres. Il me semble que le seul rescapé du staff du USC, bah, c'est justement Dante Dante Williams. Williams, ouais. Il va rester Ouais, c'est coach ça. des cornerbacks. Et aussi, je crois qu'il est passing game defensive coordinator, Ok, si je bah me rappelle voilà. bien. Un poste très précis qu'il occupera dans la défense d'Alex Grinch, l'ancien du coup coordinateur défensif Ouais, d'Oklahoma. Grinch, il fait les DC et aussi les safety. Et après, il y a aussi, quand même, il faut prendre en compte, c'est qu'il y a peut-être au niveau du coaching staff principal, il n'y a que Dante qui est resté. Mais dans les assistants, les analystes, il y en a quelques-uns qui sont restés. Et surtout, le support staff, il y en a quelques-uns aussi qui sont restés, qui sont importants. Que maintenant, le nouveau offensive coordinator, c'est Josh Henson,
qui arrive de Texas A&M. Tu sais que Vandermeer et Crabtree qui arrive lui d'Oklahoma State, les deux vont être surtout principalement avec les O-line en fait. Comme l'autre, il va surtout être occupé, Josh Henson sera surtout occupé avec la gestion de l'attaque en fait. Bah, à propos de cornerback, ah non, on a oublié de préciser le montant du contrat de Lincoln Riley. Bon, maintenant, vous devez le savoir, vu comment on en a parlé. Je crois que c'est 110 millions ou 115 millions sur 10 ans, ce qui Enfin, en fait le coach le mieux ouais. payé du college football et de l'histoire du college football, plus une maison à Los Angeles, etc. Bref, le département athlétique a sorti des gros moyens pour le faire venir. Ils ont même racheté sa maison à Norman, donc la ville où il y a l'université d'Oklahoma, bien au-dessus du prix du marché pour faire comme une augmentation. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Autre nouvelle importante du côté de Los Angeles, USC, à la surprise générale, a décidé de partir avec UCLA en Big Ten. Alors, un mouvement qui est d'une incohérence géographique incroyable, mais qui est totalement logique d'un point de vue, on va dire, économique. Voilà, le college football se tourne vers un système à deux super conférences, ou bientôt ce sera deux divisions. Et USC a pris les devants en partant en Big Ten, Charles. Ouais, du coup, ouais, c'était, on va dire, l'annonce coup de poing, l'annonce surprise par les instances USC, UCLA en Big Ten. Du coup, on peut être mitigé, on peut être excité, parce qu'on rejoint l'une des meilleures conférences. Et ce qui est mitigé, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est distance, perte de rivalité. Niveau distance, surtout, pas par rapport au football, ça peut aller, mais c'est surtout pour les autres sports. Tout ce qui est basket, baseball, tout ça, il y aura beaucoup de trajets à faire. Mais Attends, après, je rajoute quand même un autre gros désavantage, c'est le mm, bordel que ça va mettre et la façon dont ça va déséquilibrer tout le collège football, hein, tel qu'on le connaît depuis très très longtemps. C'est surtout ça le problème. ouais, et Ça surtout, met fin à toute. Enfin, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi. Quoique c'est une expression qui est positive en général, le coup de pied dans la fourmilière. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. C'est plus de la déstabilisation. Je trouve ça un peu sauvage, mais voilà, c'est que mon avis. après, il faut dire, c'est quand même Texas et Oklahoma qu'ils ont commencé, hein. Ça, Ouais, non, mais c'est pas moi qui vais te contredire, ça, tu le sais. mais après, ouais, USC, le gros avantage quand même, ouais, c'est tout ce qui est les droits TV, parce que par rapport à ce qu'on gagnait, on va dire, l'université gagnait par rapport à la PAC 12, et ce qu'elle va potentiellement gagner avec la Big Ten, Ça va faire x3. voilà. C'est le gros changement, ça va être ça en fait. On va peut-être augmenter nos infrastructures. Ça, on ne pourra pas le savoir avant 2024 où on va les rejoindre. Mais il n'y a pas que les coachs qui bougent, il y a surtout les joueurs. Et c'est pour ça que je te propose de parler de la saison 2022 et notamment du roster du USC qui devra composer avec, mais, allez, on va dire une vingtaine d'arrivées, je pense. Quarterback en premier, Mylor Most, qui était un freshman l'année dernière, reste. Jackson Dart, lui, il est parti à Ole Miss. Kedon Slovis est parti à Pittsburgh. On a l'arrivée de deux quarterbacks. Premier, Jake Jensen, qui arrive d'un junior college pour être quarterback numéro 3 ou Ouais, 2, ça dépend. à Et du 3, coup, je la pense. grosse arrivée, Caleb Williams de Oklahoma, qui est, on va dire, un très, très bon quarterback. Mais après, je ne pourrais pas le classer dans un top avec d'autres quarterbacks, mais il est dans le top 10 facilement. Et puis, surtout qu'il était trop freshman l'an dernier à Oklahoma, c'est quand même lui qui a benché Spencer Rattler. Il va arriver à USC pour faire au moins 2 saisons. Donc voilà, Ouais. c'est pas un mec qui va assurer la transition avec 2023. Caleb Williams est là pour faire 2 saisons. Surtout que l'année dernière, ouais, en freshman, il a fait 21 TD, je crois. Ouais, 21 TD et 1912 yards à la passe. Pour un freshman, c'est assez solide. Et en ne faisant pas tous les matchs, ouais. Et il a aussi que 4 interceptions, donc ça, c'est à prendre en compte quand même. Le truc intéressant, Charles, c'est que je parlais tout à l'heure de Baker Mayfield et de Kyler Murray. Mm. Lincoln Riley, c'est le quarterback coach par excellence, ou du moins le plus réputé du pays. Il a quand même fait, comme je disais, deux first pick. À chaque classe, il arrive à amener un top quarterback. Euh, voilà, je pense que USC va continuer sur sa lancée, là, sur sa tradition d'envoyer des très très bons quarterbacks en NFL, ou enfin quoi que je parle de la NFL, des très très bons quarterbacks de college football, hein. Il y a eu les Ouais. Mark Sanchez, euh, j'oublie toujours les Sam Darnold, etc. Enfin, Carson Palmer.
Carson Matt Palmer, Leinart. évidemment, c'est des quarterbacks qui ont marqué de leur empreinte le college football. Et je pense que ça va continuer avec Lincoln Riley. Et ça, c'est plutôt cool. Bah, ça continue, ouais, surtout que là, pour la classe 2023, on a Malaki Nelson, qui est avec Arch Manning, les deux meilleurs quarterbacks, hein, le numéro 2 ou un du pays, ça dépend des médias. Une Du coup, un illustration 5, parfaite. Hmm. voilà. C'est, Ça lui, sera il comment, sera. ça sera comment sinon chez les playmakers au niveau des receveurs et des running backs? On a récupéré Raleigh Brown de Mater Dei, un jeune espoir qui est vraiment très très bon. Et niveau titulaire, normalement, ça sera sûr, ça sera Travis Dye, qui arrive d'Oregon, hein, un adversaire direct de la PAC 12. Euh, les stats l'année dernière, il a fait quand même 1271 yards à la course et 16 TD. Comme on connaît, on sait que USC, c'est une grosse université au niveau des running backs. Hein. Je pense qu'il va trouver vite fait sa marque. Après, niveau receveur, on a surtout, on va dire, on peut parler vraiment d'un gros receveur, hein, Jordan Addison, qui arrive Jordan directement, Addison, ouais, de Pittsburgh, qui qui est lui a aussi, gagné qui est aussi l'un des, je t'interromps, des feuilletons de ouais, l'été. tout avec, c'était entre nous et Texas. Il a choisi USC pour jouer, je pense, avec Lincoln Riley et Caleb Williams. Hein. Il n'y a pas photo. Et quand tu vois les stats de l'année dernière, en réception, quand même, il a fait 100 réceptions, 1593 yards, 17 TD, et il a gagné le Biletnikov devant Drake London. Le Biletnikoff qui récompense le meilleur receveur du pays. On a aussi Mario Williams, qui vient d'où? Bah, il vient d'Oklahoma. Après, on a aussi Brennan Rice, qui est le fils d'un grand joueur de la NFL. Par contre, j'ai lu un truc, d'après des médias sur USC que je suis, il a été dit vite fait, après je pense pas que c'est officiel, mais que Rice à un moment il s'est entraîné avec les linebackers. Est-ce qu'il va jouer aussi linebacker? Ça, je peux pas le dire, mais je pense pas avec le corps qu'on a en linebacker. Ce serait un peu bête de gâcher le talent qu'il a en receveur. J'ai envie de dire, tu vois, les playmakers à USC, ça a toujours été une force. Là où ça a été un petit peu plus compliqué ces dernières années, c'est sur les lignes, notamment bah, la Mm. ligne offensive. Alors, je sais que vous avez une star avec Andrew Voriz, qui lui aussi est attendu très très haut à la prochaine draft, mais Ouais. c'est un point sur lequel vous allez devoir grandement vous améliorer pour laisser du temps à Caleb Williams et créer des trous pour Travis Dye et Raleigh Brown. On a Andrew Horris en garde, Brait Nelon en centre, et normalement Justin Dedish en garde aussi. Les deux premiers que j'ai cités, c'est sûr qu'ils vont sûrement aller en NFL. Tout ça étant dit pour l'attaque, passons à la défense. Alors, on va faire le même chemin. On va parler de la ligne défensive avec une première question. Enfin, déjà, un premier constat, c'est que la défense 2021 des Trojans était l'une des pires de leur histoire, tout simplement, avec 31,8 points encaissés par match. C'est la pire marque hein, de leur très, très riche histoire. Sur la D-line, ma première question que je voulais te poser, c'est où en est Corey Foreman? Alors, Corey Foreman, vous devez savoir qui c'est l'ancien meilleur joueur de la classe de recrutement 2021, si je ne dis pas de bêtises, qui a Ouais, fait bah, l'an dernier une saison freshman plutôt décevante et qui s'est blessé. Et ça serait vraiment bien que USC arrive à le développer parce que en 2021, USC a fait seulement 21 sacs, soit le 98e meilleur total du pays, ce qui est franchement insuffisant pour un programme de ce calibre. là il est plus vraiment en ligne défensive principale, il est dans le système où il est en, on va dire, en rusher. Gros linebacker, mais qui peut jouer aussi D-line. Là, il a été replacé à cet endroit-là. Et quand tu vois les stats de la saison dernière, il a fait au total 11 plaquages et 3,5 sacs. Si on prend le nombre de sacs et que le nombre de plaquages, toi, c'est un très bon ratio. Mais après, ouais, on va dire, on peut pas dire qu'il était un fantôme, mais il n'a pas eu la présence qu'il fallait pour un numéro un national. Mais après, je pense qu'avec le nouveau système de Riley, je pense qu'il va directement trouver ses marques. Donc, à voir comment ça se passe. Mais après, niveau D-line, ouais, un mec qui est sûrement, pour moi, un premier tour l'année prochaine, c'est Tuli Tupelotu, qui est aussi le frère de Marlon, qui est aux Eagles. Lui, on va dire, c'est la star de la ligne défensive. Hein. Quand tu vois l'année dernière qu'il a fait 48 plaquages pour un 10 tackles et 7,5 sacs, non, c'est 5,5 sacs, c'est assez impressionnant quand même. Et il va falloir que Mm. Lincoln Riley, bah, avec Alex Grinch, le coordinateur défensif, arrive à créer une défense autour de ces deux joueurs, notamment Tupelotu
et Corey Foreman pour tirer le meilleur d'eux. Et forcément, après, bah, tout ça découlera sur des bons choix à la prochaine draft, mais c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est de remettre de la pression sur les quarterbacks adverses. Chez les linebackers, comment ça sera? Alors là, vous êtes allé chercher deux très beaux noms sur le portail des transferts. Shane Lee, qui arrive de Alabama. Lui, on va dire qu'il a fait, quand il était freshman, il a fait très très bonne saison avec Alabama. Par contre, les deux dernières saisons, donc sophomore et junior, c'était vraiment en dents de scie. Je pense qu'il est il est venu à USC pour vraiment se relancer et se faire voir pour la NFL. Et du coup, je pense que l'autre nom, tu dois parler de Eric Gentry, je pense. Évidemment, Erin Gendry qui arrive d'Arizona State, qui était un freshman All-American, si je te dis pas de bêtises. Ouais, ça je le confirme. Freshman All-American, quand tu vois sur le portail du transfert qu'il y a son nom et tu vois qu'il arrive à USC, j'étais aux anges, on va dire, hein. C'est, euh, c'est un talent pur, en fait, le mec. Du coup, voir ce qu'il va donner, déjà voir qui sera les titulaires linebacker, parce qu'on a aussi d'autres noms derrière qui sont vraiment pas mal. Du coup, ça, il faudra voir, parce qu'il y en a qui sont déjà en place depuis un moment. Par exemple, Ralen Coforce, qui est lui, qui est titulaire déjà depuis 2 ans. Tu vois, il est senior. Ça va se battre, pour dire, pour les places de titulaire. Mais après, je pense que il va y avoir une bonne rotation. Après, je sais pas comment l'était là, vraiment la défense, comment ils organisent au niveau des rotations à Oklahoma avec Alex Grinch. Mais je pense qu'il y avait une bonne rotation quand même parce qu'ils ont sorti pas mal de linebackers sur les dernières années. Chez les DB, comment ça se passe aussi alors entre transfert et 5 étoiles? Bah, on a eu beaucoup de départs, hein, ça on peut le dire, hein, avec Christy, Taylor Stewart, Paula Mao. Donc en fait, presque nos titulaires de l'année dernière sont tous partis. On a dû recruter, on a récupéré un certain Dominic Jackson, qui était, je crois, aussi numéro 1 l'année dernière. En fait, il avait commit à USC. Après, il a décommit avec ce qui se passait pendant la saison. Et Il a il dit qu'il hésitait avec Alabama, ok. ouais, il hésitait. Après, il a choisi USC après, Ok, bah, plus justement, bah, tard. voilà, ça c'est le bon exemple de pourquoi Lincoln Riley va faire venir beaucoup de joueurs stars. Il a suffi qu'il devienne le nouveau coach des Trojans pour que Dominic Jackson, le meilleur cornerback du pays, qui vient de Mater Dei en plus, si je dis pas de bêtises, Ouais. reste à USC. On a aussi une personne qu'on ne parle pas trop, mais je pense qu'il va être sûrement un des leaders des defensive backs. Ce serait Mickey Blackmon, qui arrive de Colorado, Colorado, qui ouais. est un senior, qui est très bon. Et aussi, on a une pépite qui arrive en mode, on va dire, surprise comme à la Gentry. C'est Bryson Shaw, qui arrive d'Ohio State. Très bon plaqueur. Quand tu vois l'année dernière, il a fait 59 plaquages pour un safety. C'est un très gros renfort. Donc à voir s'il sera directement titulaire. Mais après, moi, je pense qu'il sera titulaire, mais ça, c'est pas de mon ressort. On va passer au calendrier. Alors, calendrier du USC, toujours intéressant. Ça va commencer, du coup, je vais commencer avec les matchs hors conf. Alors, évidemment, il y aura le match Mm. face à Notre-Dame, mais ça sera le dernier de la saison le 26 novembre, euh, que USC accueillera au Los Angeles Coliseum. Alors, petit aparté, parce que moi, Notre-Dame, moi qui suis fan de Notre-Dame, ça me concerne particulièrement. Il faut savoir, et je le dis souvent, que USC et Notre-Dame, en fait, depuis 25 ans, 30 ans, il n'y a pas réellement eu de moment où les deux équipes étaient au top. Alors, il y a peut-être le Bosch-Poche de 2005, où Mm. là, ouais, les deux équipes étaient très, très bonnes. Mais à chaque fois, lorsqu'une une de ces deux équipes avait une très, très bonne période, où elle faisait des bilans à 12-0, 11-1, et tu as l'autre qui faisait des bilans négatifs. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait depuis très très longtemps qu'on n'a pas connu voilà, ces deux équipes à leur maximum. Et c'est pour ça que je vois d'un très bon œil l'arrivée de Lincoln Riley à USC. C'est parce que ça va un petit peu redonner de, en fait, ça va faire revivre cette rivalité qui est l'une des plus importantes du collège football entre deux programmes mythiques, deux Blue Bloods. Et ça, à titre personnel, je trouve ça très bien et je pense que la prochaine décennie sera très fertile de ce côté-là pour cette rivalité. Les deux autres matchs hors conférence seront face à Rice, la fac à Dallas et Fresno State. Et après, le calendrier habituel de Pac-12, Stanford, Oregon State, Arizona State, Washington State, Utah, Arizona, Cal, Colorado et UCLA le 19 novembre avant le match face à Notre-Dame. La question que je veux te poser, Charles, est-ce que USC est déjà un contender pour le titre en Pac-12? Alors, si on part sur la PAC 12,
Je pense qu'on peut être contender. Moi, je vois ah ouais, parce que là, j'oublie qu'il n'y a plus de division maintenant. Si on peut être contender, oui. Favori, pour l'instant, je pense pas. Ça dépendra des premiers matchs. Pour moi, Mais toujours pour Utah, l'instant, je mets quand même maintenant Utah et Oregon devant vous, mais après, pour moi, ouais. vous êtes troisième. Ouais, ouais, troisième, je dirais. Après, il y a une équipe que je fais vraiment très gaffe, c'est à Stanford. Eux, je pense que cette saison, ils vont faire une très très bonne saison avec un McKee en quarterback qui est très bon. Moi, je pense que ça peut être la surprise, ça peut être Stanford cette année. Donc ça, il faudra faire attention à eux. Après, l'avantage de cette saison, ouais, c'est qu'on n'a pas Oregon, on n'a pas Washington. Ça peut être un bonus pour la mise en place du système de Riley. Mais après, ouais, contender, je pense qu'on peut faire si on peut aller en finale de la PAC 12. Pour moi, il faudra battre Utah absolument. C'est Utah, il faut les battre. Ce sera difficile en plus parce que le match sera à Salt Lake City. Je Ouais. vois quand même pas gagner là-bas, mais après, enfin, faut dire que j'ai envie de dire qu'on peut s'attendre un petit peu à tout avec cette équipe du USC parce que tu as un head coach élite, tu as un quarterback qui est une star, tu as des playmakers de talent, hein, tu les as cités, les Mario Williams, Travis Dye, Jordan Addison. Mm. Mais en fait, tout cet optimisme, bah, faut un petit peu le tempérer avec justement les doutes que tu nous as décrits, avec notamment bah, le manque de profondeur dans la défense, avec tous les nouveaux joueurs qui vont devoir trouver leur place dans un nouveau système. Euh, tout ça, ça vient un petit peu tempérer cette hype qui est autour de Lincoln Riley. Alors moi, je voyais des gens qui parlaient de playoffs. Alors ça, je trouvais ça pour le coup hyper prématuré. Mais voilà, je Ouais. pense que viser une finale de Pac-12, c'est un objectif qui est largement atteignable pour USC et qui sait, hein, si la sauce, elle prend Day One, USC, ça pourrait faire mal cette année et très très mal en 2023. Si je parle de 2023, c'est parce que je pense qu'il faut voir cette saison 2022 comme une saison de transition avant que bah voilà, que USC take off pour de bon. Bah ouais, clairement, parce que moi, ouais, comme toi, je pense que la PAC 12 cette année, c'est l'objectif, avec aussi un bowl dans un des major bowls, un truc de fin d'année, ça c'est sûr. Je pense que c'est les deux gros objectifs, parce que je pense pas que cette année, on soit, pour moi, contender pour les playoffs. Après, on Après, sait attends, jamais, ceci hein. dit, le bowl majeur, faudrait gagner la Pac-12 pour aller au Rose Bowl. Ouais, c'est pour ça que j'ai PAC 12 et après le bowl, toi. Ça Mais serait incroyablement réussi. Et après, moi, surtout que je veux voir, c'est le nouveau système offensif, toi. Parce qu'avec le nouveau système, c'est pas du tout la même qu'on avait avant. Parce que là, avant, l'année dernière, on était surtout avec quatre receveurs souvent. Et là, tu as le nouveau système avec un running back et un halfback. Donc, le halfback en mode grand, qui peut recevoir, qui peut courir, toi, qui peut bloquer. Donc, un offensive weapon à la Dana Robinson, on peut dire. Pour mon pronostic, j'irais, en étant optimiste, vraiment optimiste, je dirais 11-1. En étant logique, je dirais plutôt 10-2 ou 9-3 maximum. Moi, je partirais plutôt sur un 8-4 ou un 9-3. Je pense que 9-3, ça serait une Mm. saison réussie déjà, vu ce qui s'est passé. Ouais, après, si on veut vraiment être disponible pour jouer le titre en pack 12, ça sera sûrement un 10-2 qu'il faudra. Je pense pas que ce Ouais, sera 9-3, il ça faut, ferait trop juste. Ah oui, il faudrait un 10-2, mais à condition. Après, Mm. vous pouvez aller en finale de Pac-12 avec un Un 9-3, c'est possible. 8-4, un 8-4 et un 9-3, parce que en fait, tout dépend d'Oregon. Utah ira en finale, je pense, ils vont gagner beaucoup de matchs, mais Oregon, on ne Mm. sait pas trop ce qui se passe. Rien ne nous dit que Oregon va réussir pour la première année de Bonix là-bas et de Dan Lanning, rien ne dit que ça va marcher. Donc ça pourrait bah, laisser des places en dessous. Mais voilà, je pense Mm. que 9-3, ça me paraît être le meilleur pronostic, enfin le plus probable du moins. Ouais, moi, je pars soit 10-2 ou 9-3, moi, je dirais, en étant optimiste, hein. Tu Je pense. as raison de l'être, il faut l'être. Et de toute façon, on a Mm. tendance à l'être un petit peu trop quand on fait nos previews sur The Trick Play. Ouais, après, C'est moi, je suis l'enthousiasme de préparer la preview. Bref. je suis sur les réserves quand même parce que c'est un nouveau système, nouveau coach, nouveau joueur. Il y a plein de choses qui sont nouveaux, donc faut prendre en compte que faut que ça prenne la sauce, hein. Faut que ça.
qu'il y a de l'adhérence entre tous les joueurs. Ça on ne peut pas encore le savoir. Ça, on le saura à partir de Rice et de Stanford, les deux premiers matchs. C'est pourquoi USC sera une des équipes les plus importantes, ou du moins les plus excitantes de la saison 2022. Sur ce, je vous dis d'aller suivre USC France, USC Trojan CFR. Voilà, vous savez où Voilà. aller pour suivre l'actualité de USC. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut Charles, salut tout le monde. Au revoir.